Oui, oui, mais je suis d'accord avec vous. Pour prolonger ce que vous disiez, David, sur les éléments dont on peut équiper les personnes, il y a les puces RFID, c'est vrai. Et on avait entendu avec Aurélien dans une autre assemblée l'histoire d'une résidente qui avait refusé, comme celle dont vous parliez, tous les éléments visibles, et qu'on avait équipé, entre guillemets, à son insu, d'une puce RFID dans ses vêtements, cousus. Hein, et on avait là l'espoir que lorsqu'elle franchirait le périmètre, toutes les lumières s'allument et toutes les sirènes retentissent. Sauf que cette personne avait compris ou pas, mais en tout cas, elle n'utilisait pas toujours le même vêtement. Ce qui fait que ça ne répondait pas à l'objectif initial. Et puis, juste pour compléter les dispositifs qui existent, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps des tout à fait étonnants. Alors, c'est vrai qu'il y a la consommation d'électricité, de gaz. Il y a même un système qui établit une norme au temps de séjour dans les toilettes. Et quand il y a des écarts à la norme, c'est-à-dire quand vous y restez trop longtemps, pas trop longtemps, enfin vraiment, ça se fixe, ça se détermine, ben ça sonne partout, ça avertit le médecin, je ne sais pas qui, le soignant. Donc là, on est vraiment dans l'intrusion la plus terrible, dans l'intimité. Il ne s'agit pas que de la liberté, là, mais c'est aussi l'intimité. Donc c'est extrêmement grave. J'aurais bien aimé vous interroger sur la place de l'entourage par rapport à ces enjeux, parce que souvent ce qui est affirmé par un certain nombre de professionnels, c'est que c'est surtout une pression qui vient de l'entourage, de la famille, des aidants. Est-ce que par rapport à votre pratique, votre perception, c'est quelque chose qui vous semble vrai, ou bien au contraire, c'est pas forcément, ça peut être aussi des représentations? Et puis quel est votre sentiment sur ce qui se joue parfois pour l'entourage, pour la personne âgée? Est-ce que c'est des phénomènes de culpabilité parfois? Est-ce que c'est un processus où la personne âgée ne devient plus qu'objet de protection, ne devient plus qu'objet à sécuriser? Quel est votre regard? Alors, effectivement, forcément, il y a faire des généralités, toute relation et toute situation est singulière, mais qu'est-ce qui vous semble se jouer parfois dans le lien entre l'entourage et la personne âgée pour aboutir des fois à ces situations de telle centralité autour de la sécurité? En EHPAD, globalement, les familles font plutôt confiance à l'EHPAD. Donc on n'a pas trop d'attente à ce niveau-là. Pour revenir sur le cas concret de cette dame qui me rend service ce soir, sa famille, c'est une chance, hein, malheureusement, a eu un oncle qui a fini sédaté, attaché dans un lit, parce qu'il déambulait. Donc ça a été assez facile de les convaincre que ce n'était pas le projet qu'on voulait pour leur mère. Et ils ont souscrit d'emblée. Ils ne voulaient pas de ça, ils étaient prêts à prendre une part de risque. En général, la famille n'est pas pour nous un problème majeur à ce niveau-là. Enfin, c'est mon ressenti. Voilà. Les phénomènes qui peuvent se jouer, évidemment, on a la culpabilité, on a parfois cette notion de dette symbolique, alors, notamment quand la raison est altérée, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la question c'est qui décide. Quand la personne décide pour elle-même, c'est très facile. Malheureusement, en EHPAD, hein, l'étude PACWID nous renseigne, 68% des résidents ont des troubles cognitifs majeurs. Des troubles cognitifs majeurs, à des stades très divers. Mais on peut considérer au bas mot que vous avez près d'un tiers des résidents dont les capacités de discernement semblent modérément ou largement altérées. Pour eux, qui décide? Et effectivement, là, le poids de la décision, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les épaules des familles, est beaucoup plus lourd. Voilà. Et emmène, en général, vers une décision sécuritaire. Alors, au domicile, sans faire de généralité, je dirais qu'on a des positionnements assez différents entre les conjoints et les enfants. Pour les aidants conjoints, il y a un enjeu de poursuivre le couple tel qu'on l'a connu pendant de nombreuses années, avec du coup des difficultés à accepter de l'intrusion dans l'intimité du domicile, alors que les enfants peuvent être plus dans la volonté de protéger et on se positionne plus, on va dire, sur l'argument sécuritaire. Enfin, ce que vous expliquez sur l'EHPAD, on le retrouve peut-être plus sur les enfants. Après, je vous rejoins aussi sur le qui décide en fonction des capacités de la personne et
du moment dans lequel on se trouve. On trouve des débats dans les familles sur la question de la protection juridique ou pas, qui est le plus à même d'exercer la mesure de protection juridique. Est-ce que c'est forcément toujours une bonne chose que ce soit un membre de la famille, ou est-ce que si c'est un tiers autre, ça peut être, on va dire, plus facile pour les parties prenantes dans la situation? C'est toujours, on va dire, une histoire d'équilibre et de conciliation dans les projets, et puis dans l'idée aussi que c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps, c'est-à-dire que les décisions peuvent prendre du temps à être envisagées, et donc du coup de se projeter aussi sur l'avenir. Juste un mot. Moi, la question que je me pose régulièrement, j'ai toujours la réponse, alors je vais vous la poser aussi, c'est celle de la continuité du moi. C'est bizarre, hein, c'est très psy. Mais est-ce que le moi d'hier est en droit de contraindre le moi d'aujourd'hui dans l'intérêt du moi de demain? Je sais pas. C'est pas facile. Non, mais j'aimerais bien avoir cette réponse. Vous parlez de ces situations où il peut y avoir une altération dans l'identité, dans la personnalité, et le fait que certaines démences, par exemple, de certaines personnes qui vont les conduire à avoir un comportement qui était très inhabituel ou très en décalage par rapport à ce qu'ils pouvaient être avant, fait qu'on a envie de les maintenir ou de faire en sorte qu'ils aient plus ces comportements-là? C'est par rapport à cet aspect-là que votre remarque sur le... La difficulté de faire le deuil. Accompagner un proche atteint d'une maladie neurodégénérative, alors je vais essayer de faire rapide, mais votre identité, c'est une accumulation des souvenirs de vous-même. Vous n'êtes que les souvenirs que vous avez de vous-même. Si je vous demande si vous êtes quelqu'un de généreux, comment vous faites pour me répondre? Et vous regardez toutes les images de vous, vous faites une accumulation, puis vous pouvez me répondre. Mais si votre mémoire défaille, comment vous faites pour me répondre? Vous êtes qui? L'identité est toujours mise en danger avec ces maladies. Et donc, moi, c'est toujours la question de savoir, est-ce que dans ce changement, celui qu'il était est en droit de contraindre celui qu'il est aujourd'hui? Les familles ont un travail à faire qu'on appelle le deuil blanc. Hein. C'est le deuil du vivant de la personne. Et ce deuil, on le voit se manifester souvent en entretien, mais lui qui était, et elle qui était, pourtant, elle n'était pas comme ça, et toujours se souvenir de ce qu'il était, avec cette confrontation à ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui n'est plus ce qu'il était hier. Et si on n'a pas accepté que celui qu'il était hier n'est plus, on ne peut pas accompagner celui qu'il est aujourd'hui. Ou alors on va continuer à l'accompagner en fonction d'un imaginaire de ce qu'il serait aujourd'hui. C'est pour moi pas acceptable. Non, c'est vrai. Juste pour revenir à l'entrée en EHPAD et la difficulté qu'on peut rencontrer lorsqu'on est un couple. Oui, allez-y. Hein. On a été confrontés avec Aurélien dans un EHPAD à cette situation. C'est qu'il y avait très peu de chambres capables d'accueillir des couples. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est la vie qui s'est construite dans une maison qu'on est obligé de quitter, c'est déjà un événement terrible. Si, en plus, dans l'établissement qui vous accueille, vous ne trouvez pas les conditions d'accueil de votre couple, mais qu'on vous sépare chacun dans sa chambre, je trouve que c'est d'une grande violence. Et je suis très surpris que dans les EHPAD, on ne trouve pas plus de chambres capables d'accueillir des couples. Alors, je ne suis pas sûr que les couples soient majoritaires à entrer dans les EHPAD. Je trouve que ça contribue en plus à une difficulté supplémentaire, c'est de faire le deuil de la vie passée, mais même sur le plan conjugal. Supprimé, j'entends. Alors, je vais juste parler de mon expérience, encore une fois. Dans notre EHPAD, il y a des chambres pour couples. Même au-delà, et je suis surpris que Miguel Jean n'ait pas fait la remarque, des lits pour couples. Et donc chez nous, depuis des années, on propose systématiquement à tous les couples qui rentrent, on leur demande est-ce qu'ils veulent être dans le même lit. Et la question est évidente, il n'y a pas d'âge. Donc on n'est pas là pour refaire le congrès sur intimité et sexualité. Voilà. Mais effectivement, moi, le nombre de résidents qui me disent depuis des années s'endormir main dans la main.
Et pourquoi ça s'arrêterait chez nous? Mais- Alors, les difficultés, elles sont réelles aussi. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans un certain angélisme. Les chambres doubles, d'abord, quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'ai connu des chambres à 4 dans la même. Et oui, donc il faut quand même prendre en compte le chemin parcouru. Aujourd'hui, la chambre pour couple paraît parfois un idéal. Je ne suis pas convaincu. Aujourd'hui, dans les EHPAD, on va plutôt chercher des chambres communicantes. Notamment avec l'apparition des troubles cognitifs, j'ai vu énormément, mais vraiment beaucoup de couples rentrer, dont l'un des deux est atteint d'une pathologie neurodégénérative qui va évoluer. Et ces promesses qu'on ne doit pas faire, on sera toujours ensemble, et qui ne tiennent plus. Et ça, j'en ai que trop d'exemples, et ça finit toujours très mal. Donc l'idée d'avoir 2 chambres séparées, c'est aussi un moyen de respecter le rythme de chacun avec les difficultés qui lui sont propres. En permettant de garder cette intimité, ça veut dire cet accès quand même à l'autre privilégié sans passer par le collectif. Donc la chambre ou le grand appartement, pour couple, c'est pas forcément pour moi la meilleure des solutions. Merci. J'avais retenu tout ce que vous m'aviez dit en amont. Et je me souviens d'une rencontre qu'on a faite avec Aurélien dans un établissement qui n'était pas le vôtre, d'un monsieur qui nous disait qu'il était ravi de ne pas être dans la même chambre que sa femme, pour tout un tas de raisons qu'il ne nous a pas évoquées, mais en tout cas il en a évoqué une d'entre elles, c'est que, nous disait-il, sa femme vieillissait avec ce cortège de troubles dont vous parlez, et qui rendait compliquées les relations, et il nous expliquait avec le sourire que lorsque ça tournait mal, et il nous l'a dit comme ça, il s'en allait dans sa chambre, mettait un terme à l'entretien, et nous disait-il, quand il revenait, elle avait oublié le différend qui les avait opposés quelques minutes avant, et il pouvait reprendre la conversation là où il l'avait interrompue. Donc c'était tout à fait ce que vous dites à l'instant, plutôt un bénéfice pour ce couple de ne pas être dans la même chambre. Peut-être avant de donner la parole au public et d'être dans l'échange, j'avais peut-être une dernière question à vous poser tous les deux sur votre perception de l'avenir, alors à la fois éventuellement de l'EHPAD, vers quoi éventuellement on tend par rapport à cette question de la sécurité et de la liberté, et puis l'avenir aussi des organisations, des différents systèmes, structures qui accompagnent les personnes âgées. Est-ce que pour vous, on tend de plus en plus vers une crispation éventuellement sur ces questions de sécurité et une limitation vraiment constante de la liberté, ou est-ce qu'il y a d'autres futurs, un avenir qui peut se dessiner, qui vous semble différent, et puis quelle éventuellement piste de travail, d'amélioration vous avez éventuellement en tête pour travailler sur ces questions-là? Pas évident même. Oui. Ça m'est revenu, c'est le principe de précaution. Hein, quand on veut même prévenir les risques avant qu'ils existent. Donc oui, à mon avis, on ne va pas forcément vers du mieux. Le législateur se charge, la judiciarisation de la société, cette approche très sécuritaire, fait qu'à mon avis, on va encore majorer le besoin de sécurité. Donc je ne vois pas les choses aller forcément dans le bon sens, malheureusement, mais j'espère me tromper. Alors moi je pense que les seniors eux-mêmes vont nous faire bouger les lignes en fait, parce que les générations se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Les octogénaires d'aujourd'hui ne demandent pas grand-chose et voient plutôt les services comme un bénéfice, parce que c'est des générations qui ont été confrontées à la privation, qui ont connu les guerres mondiales et qui ont du coup un rapport au service sans demander. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut aller effectivement susciter la demande et aller expliquer les dispositifs et pas spontanément du coup venir vers. Donc il faut plutôt aller vers ces générations-là. Les jeunes seniors, donc les papy boomers, ont un rapport assez différent au service et à la société de consommation en général, c'est-à-dire qu'ils ont eu un rapport à la liberté et à faire des choix de vie affirmés en matière de liberté, et donc du coup de commencer à dire, moi le paysage que vous me dessinez entre
l'EHPAD, le domicile ou autre, bah, ça ne me correspond pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec des jeunes, dans un écoquartier, enfin n'importe. Et donc du coup, bah, revoyez votre copie. Ce que vous proposez aujourd'hui ne correspond pas à ce que j'aspire pour mon vieillissement. Et là, du coup, c'est un champ très ouvert pour les acteurs, pour du coup réinventer des modèles, sortir de la maison de retraite à 80 chambres qui correspond plus. Voilà, on nous parle d'habitat évolutif, de capacité d'adaptation au sein d'une même maison, de projets familiaux où on aurait en proximité le senior, une famille et puis peut-être d'autres générations. Et du coup, ça nous invite, en tout cas, à ne pas rester sur nos acquis et à continuer à travailler cette question entre sécurité et liberté. Je kidnappe au milieu. Je suis désolé, c'est mon habitude. En EHPAD, on aime beaucoup les protocoles, vous avez dû remarquer. Donc tout est tracé, protocolisé, la distribution des médicaments maintenant. Et oui, on rigole pas. Et donc je pense juste à ce que me disait un professeur de psy quand j'étais à Angers, qui me disait j'espère simplement qu'ils arriveront à passer par-dessus les grilles avec les échelles. Voilà, c'était juste ce mot d'humour, mais on en est dedans, vraiment. Et réussir à faire autre chose que de tout tracer, protocoliser, vérifier.